Donc, je vais tout de suite commencer. Donc, petite introduction. Comme vous le savez, bon, la maladie de Parkinson est une infection très fréquente. C'est quand même la deuxième après la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut la connaître. C'est très important de la faire connaître. Et c'est important de comprendre ce qui se passe. Il y a d'ailleurs beaucoup de recherches là-dessus sur les mécanismes pour essayer justement de freiner l'évolution de cette maladie. Les critères cliniques sont encore basés sur les symptômes moteurs, donc c'est un diagnostic qui reste très clinique. Et donc, vous avez les symptômes moteurs apparaissent quand il y a une diminution de dopamine, une dénervation dopaminergique dans le striatum. L'altération du contrôle moteur survient quand finalement déjà il y a une réduction de 60 à 70% de la dopamine du striatum. Donc, les symptômes moteurs ne sont pas si précoces que ça. Mais il reste donc les critères cliniques et on se base sur les signes cardinaux. Donc ça, vous les connaissez, le tremblement de repos, mais il y a des formes non tremblantes aussi. Tremblement de repos qui est pilulaire asymétrique, qui est présent chez 70% des patients, mais pas tous. On a la raideur qui prédomine dans les muscles fléchisseurs, la lenteur, donc, et la fatigabilité au mouvement et l'altération du contrôle de posture. Alors, je voulais parler des troubles neuropsychologiques parce qu'en général, quand on parle de maladie de Parkinson, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, c'est une maladie où il y a du tremblement. Déjà, vous avez vu qu'il y a des formes non tremblantes. Quand même, plus ou moins 70% des patients ne tremblent pas. Et dans l'évolution, parfois, le tremblement, il disparaît. Donc, beaucoup de personnes pensent que Parkinson égale tremblement, alors que, en fait, le Parkinson est une affection complexe, avec des symptômes moteurs, mais aussi non moteurs, divers, donc très complexe, et donc c'est important de continuer à faire de la communication sur cette pathologie, parce qu'en général, dans la population générale, on ne connaît pas tous ces symptômes cachés. Alors, ici, simplement pour vous montrer, en résumé, tout ce qu'on peut avoir comme symptômes non moteurs, et une des raisons pour ça, ici, vous avez une coupe du système nerveux du tronc cérébral avec la substance noire qui contient les neurones à dopamine. Et en fait, le contrôle moteur par la dopamine, c'est une des voies dopaminergiques. C'est la voie nigrostriée qui va vers le striatum. Mais on a d'autres voies dopaminergiques. On a des voies dopaminergiques mésolimbiques qui vont, en fait, la dopamine va moduler aussi le système des émotions. Donc, comme vous le savez, la dopamine est très importante pour tout ce qui est contrôle des émotions, mais aussi pas que. Il y a tout ce qui est aussi les addictions, vous allez voir après dans les conférences pourquoi. Et aussi, il y a des circuits aussi qui sont aussi en rapport direct avec le cortex, certaines zones du cortex frontal. Donc, c'est les voies mésocorticales. Donc, déjà, la dopamine ne régule pas que le contrôle moteur. Elle a déjà plein d'autres actions, cette molécule. D'accord? Donc, ce qui va expliquer déjà donc, ces dysfonctions des autres systèmes. Notamment, on peut avoir des troubles du sommeil, de la douleur, des troubles psychiques, neuropsychologiques, des symptômes donc plus en rapport avec d'autres voies aussi, comme perte de poids, perte d'odorat, etc. Mais aussi, dans la maladie de Parkinson, ce n'est pas seulement une question de dopamine. Il y a des tas d'autres neurotransmetteurs qui sont diminués, altérés, et d'une manière différente d'un patient à l'autre. Mais donc, on a d'autres systèmes de neurotransmission qui sont atteints, notamment, par exemple, le système de sérotonine. Vous connaissez la sérotonine, ça c'est la molécule du bonheur. Et donc, si on a une altération donc, de la transmission sérotoninergique, on va avoir des patients qui auront des affects dépressifs. Donc, c'est important de connaître aussi qu'il y a d'autres, ce n'est pas qu'une histoire de dopamine, il y a d'autres systèmes de neurotransmission qui peuvent être atteints au sein du cerveau du patient. Et donc, ces symptômes non moteurs, j'aime bien vraiment insister là-dessus, parce que finalement, c'est ceux-là qui handicapent le plus le patient dans la vie quotidienne. Les études ont montré que finalement, quand on interroge les patients, ce qui les handicape le plus, c'est les symptômes non moteurs, donc pour la qualité de vie. Donc, ils sont très, très, très fréquents. Ils ont parfois une pauvre réponse justement aux agents dopaminergiques, donc il faut aller parfois vers des stratégies autres. Donc, raison pour laquelle on insiste sur la prise en charge pluridisciplinaire, donc avec tous nos intervenants, kinés, logo, ergo, neuropsycho,
diététique, assistante sociale, etc. Il faut savoir qu'en général, il y a encore très peu de patients qui bénéficient de cette prise en charge pluridisciplinaire. Ils sont souvent mal connus, mal pris en charge, ces symptômes de moteur. Ils peuvent être parfois précoces dans la pathologie et même avant le développement des symptômes moteurs. Et donc, comme je vous disais, associés à une mauvaise qualité de vie. Alors, ces symptômes non moteurs sont différents selon les différents stades de la pathologie. On a vu, en parallèle de l'évolution des anomalies microscopiques dans la maladie de Parkinson, une évolution des symptômes non moteurs et moteurs. Et par exemple, dans les stades débutants, qu'est-ce qu'on a comme symptômes non moteurs? Souvent des perturbations au niveau de la voie de l'odorat. On a une atteinte assez précoce du bulbe olfactif. Donc, beaucoup de patients au début vont avoir une modification, une diminution d'odorat, qui peut être testée d'ailleurs avec donc des tests olfactifs donc, en recherche. Et on va avoir aussi souvent des altérations de dysautonomie. Donc, c'est-à-dire, ça peut être de la constipation, une gastroparésie, donc l'estomac qui travaille plus lentement, une hypotension orthostatique, donc quand le patient se relève. Après, quand la pathologie progresse et arrive au mésencéphale, commencent les symptômes moteurs, mais on a aussi d'autres symptômes non moteurs qui surviennent, notamment les fameux troubles du sommeil, dont je vais parler aussi, parce qu'en fait, les troubles du sommeil sont responsables de troubles cognitifs la journée, donc c'est important d'en parler. Si la pathologie progresse plus vers le cortex, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais il y a des patients où on va avoir malheureusement une entreprise microscopique du cortex, et là on peut avoir des problèmes cognitifs plus importants à ce moment-là. Donc malheureusement, c'est une affection progressive, cette maladie de Parkinson. Mais ce qu'on aimerait bien faire, nous, c'est déjà avec notre prise en charge actuelle, essayer voilà, de vous maintenir une autonomie le plus longtemps possible. Et il y a quand même moyen de faire des choses. Alors à côté de ça, il y a toute la recherche qui continue, par exemple. Donc là, il y a l'équipe japonaise qui remet un petit peu à la mode les greffes de cellules. On va avoir d'autres aussi voies de recherche en immunothérapie pour essayer justement d'arrêter la progression de la maladie. Mais au stade actuel, on peut quand même faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à ce niveau-là, quand on commence les symptômes moteurs, si on avait une bonne prise en charge, et ça a été montré dans la littérature, que ça soit pharmacologique, donc en gérant bien les médicaments, et physique, donc surtout la kiné, et l'exercice physique du patient, ça doit être complémentaire, on peut quand même maintenir le patient et votre activité beaucoup plus longtemps que si on n'avait aucune prise en charge. Donc, vous savez que la DEPA et ses dérivés ont bouleversé donc, la vie des patients parkinsoniens. Donc, hier, justement, à Maribon, on avait un symposium et Dr Massager a fait un peu un historique. Avant l'avènement de la DEPA, les patients donc, étaient dans des états épouvantables et ils demandaient parfois aux chirurgiens de les rendre hémiplégiques pour justement ne pas avoir les symptômes du Parkinson. Donc, et c'est comme ça d'ailleurs que des chirurgiens, donc le professeur Cooper, dans les années 50, a montré par hasard qu'en touchant un certain noyau du cerveau, on pouvait traiter les symptômes du Parkinson. Et après, s'est développée la chirurgie du Parkinson. Mais donc, pour vous dire que quand même les traitements ont révolutionné la vie des patients parkinsoniens, mais que maintenant, de plus en plus de littérature, que ce soit en kiné, ça, Marcel Hubert connaît bien, qui est notre kiné attitré pour la maladie de Parkinson. On a de plus en plus de publications qui montrent que l'exercice physique, donc régulier, hein, donc tous les jours, etc., peut donc être vraiment bénéfique pour le patient. Maintenant, ça doit être aussi parfois ludique, ça peut être de la danse, des tas de choses. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une différence hommes et femmes pour les symptômes non moteurs? Donc, dans ces symptômes non moteurs, il y a d'office tous les problèmes neuropsychologiques. Eh bien, en fait, ils sont en général similaires, sauf une petite différence pour l'humeur triste et la dépression qui touche plus un peu la femme, et les troubles urinaires sexuels qui touchent un peu plus l'homme. Alors, je vais parler quand même, je sais que vous avez d'autres peut-être conférences sur le sommeil ou les troubles psychiques et tout, mais
c'est obligatoire, c'est interfriqué d'en parler quand même quand on parle de la cognition. Parce que très souvent, quand il y a des altérations de la cognition, le sommeil n'est pas correct et on doit s'en occuper. On doit faire une analyse du sommeil, on doit éventuellement traiter tout ça. Donc, et dans la maladie de Parkinson, les troubles du sommeil sont vraiment très très fréquents et ils sont vraiment multiples. Ça peut être une simple insomnie avec des difficultés d'endormissement au réveil précoce, une efficacité, on trouve souvent une efficacité réduite du sommeil profond, du sommeil lent quand on fait des études du sommeil. On peut avoir des symptômes moteurs nocturnes comme des blocages, une akinésie, des tremblements. Alors, on a ce fameux marqueur des pathologies accordées-lui qui est le comportement anormal de la phase de rêve, donc REM-RBD, donc, où le patient peut avoir des activités motrices intenses. On peut avoir un syndrome des jambes sans repos ou même de bras sans repos ou des licornes sans repos. J'ai déjà eu ça justement en consultation. Des mouvements périodiques, des extrémités, des apnées ou des symptômes d'isautonomie comme devoir uriner plusieurs fois sur la nuit. Là-dessus, ça se répercute sur la journée. Et notamment donc avec des phases de somnolence très handicapantes ou des troubles neuropsychologiques, de l'anxiodépression, mais aussi des troubles cognitifs et notamment les troubles attentionnels qui sont très handicapants. On peut aussi avoir quelque chose de plus spécifique en journée qui n'est pas toujours associé à un mauvais sommeil. Ce sont des attaques brutales de somnolence ou de sommeil qui sont en fait une physiopathologie un peu particulière et qui sont favorisés, attention, par les agonistes dopaminergiques non rédotés, donc le ropinirol et le pramipexole. Donc si vous avez vraiment en journée des attaques de sommeil, il faut regarder aussi le traitement, parce que si on a des agonistes, il convient de changer donc l'attitude thérapeutique. Donc ces troubles de sommeil, ben, c'est quasiment presque tous les patients. Les étiologies, comme je vous ai dit, sont multiples. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle donc, les parasomnies. On a plus de cauchemars, de terreurs parfois nocturnes, avec des réveils brutaux, avec des cris, des vocalisations, les fameux comportements anormaux de la phase de rêve qui peuvent être très aussi impressionnants, et parfois des vocalisations qui réveillent la compagne ou le compagnon. Alors, une petite remarque sur ces comportements anormaux de la phase de rêve qui ont été décrits donc, en 86, qui touchent un peu plus l'homme que la femme. Et la physiopathologie, en fait, il faut savoir que les Français ont tout un labo là-dessus, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est assez impressionnant que dans cette phase-là, le patient qui parfois en journée est très akinétique, donc ça veut dire ne bouge quasiment plus, pendant ces phases de sommeil, il retrouve une activité motrice très importante et il est capable parfois de refaire même des gestes de son métier. Donc les Français ont toute une banque de vidéos assez impressionnante là-dessus. Donc voilà, en plus, donc cette phase anormale de rêve est un marqueur vraiment de la maladie de Parkinson et de la maladie à corps de Lewy multiple, qui est une autre pathologie, mais qui a de similitudes avec le Parkinson. Et donc, en plus, ce phénomène peut être précoce et même présymptomatique, parfois 5 à 10 ans avant le début des symptômes moteurs. Il se traite d'abord avec donc de la mélatonine et ensuite on peut éventuellement combiner d'autres traitements. C'est aussi, si on a ces phénomènes de sommeil, un marqueur pour développer par la suite des troubles neurocognitifs. Donc, évidemment, tous ces troubles du sommeil, comme je vous le disais, vont avoir une grande conséquence sur votre journée, notamment cette sensation de fatigue qui peut être très invalidante, ces phases de somnolence inhabituelles, évidemment de la dépression, parce qu'on a des idées dépressives ou de l'anxiété, parce que si on se sent plus capable de faire ces activités en journée, c'est vraiment invalidant, et une diminution de la qualité de vie. Et bien sûr, une altération de la cognition, parce que si on a une mauvaise qualité de sommeil, mais son état cognitif en journée peut être altéré. Et on peut même avoir des épisodes confusionnels, donc vraiment interpellants. Donc, pour vous donner un exemple, j'avais
vu une patiente à Tivoli qui m'était envoyée pour une autre affection neurodégénérative, traitée pour maladie d'Alzheimer depuis 5 ans, mais j'étais interpellée parce que les troubles cognitifs ne fluctuaient pas beaucoup, n'évoluaient pas. Et en fait, c'était une patiente qui avait une qualité de sommeil vraiment catastrophique. Et en régulant ça, eh bien, elle a pu s'améliorer. Donc, ne jamais oublier le sommeil quand on a des altérations de la cognition. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, on en vient aux troubles psychologiques. Leur description initiale, ben, ce n'est pas James Parkinson, il y a plus ou moins 2 siècles, qui les a décrites. James Parkinson était un pharmacien. Donc, lui, il a décrit le tremblement et la lenteur et la posture. C'est Benjamin Ball qui a décrit donc, en 1882 donc, les troubles cognitifs associés au Parkinson. Pourquoi il faut en parler? Parce qu'ils sont mal connus, sous-diagnostiqués, et là-dessus, les prises en charge sont inadaptées. Et on peut avoir aussi un épuisement, burn-out des aidants, parce que ces problèmes ne sont pas reconnus, pas pris en charge. Et donc, c'est très important de les connaître, de savoir qu'ils existent, même s'ils font peur. Il faut donc communiquer et voir s'il existe des solutions pour aider les patients. Il y a des facteurs de risque pour développer ces troubles cognitifs. En général, je commençais souvent les séminaires en disant qu'il n'y avait pas une maladie de Parkinson. Donc, je vous l'ai dit, tout le monde ne va pas avoir des problèmes de cognition. Mais il faut quand même les connaître et bien expliquer pourquoi. Ce qu'on pense, c'est que dans la maladie de Parkinson, il y a plusieurs types de maladies de Parkinson. Et peut-être qu'on ne va pas parler de maladie de Parkinson, mais qu'on va encore détailler ça plus avec la recherche. Ce qu'on a vu, c'est que les formes motrices et tremblantes ont souvent une évolution beaucoup plus lente et avec moins de symptômes non moteurs que les formes mixtes où il y a déjà des symptômes non moteurs dès le départ. Et il y aurait une forme plus diffuse avec des troubles cognitifs plus précoces. Et là, c'est des formes, et c'est ce qu'on voit en clinique aussi, qui sont plus difficiles à traiter parce que le cerveau est atteint de manière plus importante. Il y a une progression des petits corpuscules de Lewy plus importante dans différentes régions du système nerveux central. Comme autre facteur de risque, comme je vous disais, c'est les formes akinétorigides, donc sans tremblement. Il peut y avoir aussi une prédisposition génétique, et ça c'est surtout chez les patients qui développent leur Parkinson avant 50 ans, ou chez qui on trouve dans la famille au moins 2 personnes qui ont la maladie de Parkinson. Et donc on travaille en collaboration maintenant avec des neurogénéticiens. On fait des réunions trimestrielles pour justement aider les patients parfois dans leur démarche, et parfois ça vaut la peine de faire une analyse génétique. D'autres facteurs de risque, comme je vous disais, sont ces troubles du sommeil très précoces ou des hallucinations visuelles ou auditives précoces. Pour donner un exemple de pathologie génétique, une transmission monogénique, par exemple la mutation PARC1, qui est une mutation dans le gène de l'alpha-synucléine, qui est cette protéine qu'on retrouve dans les corps de Lewy, eh bien, va donner un syndrome parkinsonien précoce avant 50 ans et malheureusement une démence précoce. Donc, on a eu quelques cas au CHU. On a aussi des gènes associés, donc des variants. Par exemple, le gène de la maladie de Gaucher. Donc, dans cette maladie, on a une mutation du gène de la glucocérébrosidase. Eh bien, on s'est rendu compte que dans cette mutation, on avait beaucoup plus, si on a une porteur de cette mutation GBA, on avait un risque de développer une maladie de Parkinson donc qui était multiplié par 5 ou 6. Et dans ces formes-là, on a aussi des troubles neuropsychologiques précoces. Alors, il y a des tas de troubles neuropsychologiques et psychiques associés à la maladie de Parkinson. Ici, on va en détailler certains. Donc, l'anxiodépression, ça c'est vraiment beaucoup de patients. C'est un résumé des études, mais dans la pratique quotidienne, l'anxiété, je dirais qu'elle touche 2/3 des patients. On a le syndrome dépressif, je vais vous expliquer un petit peu qu'il y a des différentes sortes. Les troubles de la cognition en tant que tels, on peut avoir juste un trouble attentionnel, mais on peut avoir d'autres choses associées aussi. La démence, donc des troubles plus globaux
globaux, comme je vous ai dit, c'est plus rare, et il y a des facteurs de risque pour ça. On peut avoir juste des hallucinations, on peut avoir des troubles dans le contrôle des impulsions, ou même, mais ça c'est très rare, des manifestations plutôt psychotiques, mais ça c'est rare et c'est souvent avec aussi lié aux médicaments, comme des délires paranoïdes ou érotonie maniaque, ou vraiment des épisodes délirants qui peuvent quand même bien se soigner aussi. Alors, si on parle vraiment de la cognition, donc l'ensemble des facultés donc supérieures, ben, les troubles cognitifs mineurs à modérés, ils sont fréquents. Donc, ils sont fréquents. Donc, plus de 50% des patients se plaignent d'un trouble cognitif mineur à modéré. Et donc, ils peuvent être même précoces chez 30% des patients. Et en général, c'est des déficits de l'attention. Donc, c'est difficile pour les patients de soutenir une attention pour certaines tâches. Il y a différents aussi types de déficits attentionnels. Il y a une altération d'une certaine mémoire qui est la mémoire de travail. Et donc, pour les patients, c'est très difficile, par exemple, de faire une double tâche ou de planifier quelque chose. Se rajoute à ça souvent une lenteur d'idéation, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement des fonctions donc supérieures, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une mauvaise compréhension. En général, tout ce qui est orientation, mémoire épisodique, donc c'est tout à fait bien préservé. Au niveau langage, ben, c'est souvent à cause aussi de phénomènes moteurs de dysarthrie, d'hypophonie, que le patient a parfois difficile à communiquer. Dans certains cas, il peut y avoir un manque de mots, et là, ça vaut la peine de faire appel à un ou une logopède pour faire un bilan et pour voir si on peut travailler sur ce point-là, parce que là aussi, ça peut se travailler. Et alors, il y a le fameux syndrome dysexécutif. Donc ça, c'est vraiment lié à cette boucle entre les ganglions de la base et le cortex. Et donc ça, c'est tout le processus mental impliqué dans l'élaboration, la mise en œuvre, le contrôle vers un but. Donc ça, c'est vraiment spécifique de ce genre d'affection. Donc voilà, si je fais un petit schéma, vous avez un but à atteindre, il faut évaluer ce but, puis on a l'intention d'aller vers le but, on doit planifier donc ces actions pour aller vers le but, puis il faut l'initier, l'exécuter, le maintenir. Et donc c'est ça qui est altéré chez les patients parkinsoniens. Donc c'est vraiment assez spécifique de l'atteinte sous-corticale. Donc voilà, c'est le fameux circuit donc, entre les ganglions de la base qui sont schématisés ici, et donc certaines zones du cortex frontal qui vont faire que ces problèmes donc, de planification et d'atteinte du but vont être plus compliqués chez le patient. Alors, on a malheureusement parfois développement de troubles cognitifs plus sévères qui ne seront jamais comme certaines autres pathologies, comme les démences frontales ou frontotemporales ou la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la même chose, et donc ça se prend en charge différemment aussi. Donc c'est important de le savoir. Alors maintenant, parfois, c'est rare, mais on peut combiner deux affections neurologiques, mais c'est rare. Donc il faut d'abord toujours essayer de mettre ensemble donc, sur une pathologie. Le diagnostic différentiel, c'est surtout avec la maladie à corps de Lewy. C'est en fait le même marqueur histologique, simplement donc la maladie à corps de Lewy commence dans le cortex. Donc c'est d'abord au niveau du cortex qu'elle commence, et donc le patient commence avec des troubles psychiques ou neurocognitifs. Donc, et ce n'est qu'après qu'il développe parfois des symptômes parkinsoniens, mais pas toujours à l'avant-plan. Il y a souvent un délai d'1 ou 2 ans, donc ça commence par des troubles psychiques ou cognitifs. Et il y a des critères aussi spéciaux pour cette maladie qu'il faut connaître. Donc il y a aussi tous les problèmes visuels, les hallucinations précoces, la fluctuation. Donc c'est une maladie différente de la maladie de Parkinson. Certains disent que c'est un même spectre, mais qu'un commence plus dans le cortex et l'autre plus au niveau du tronc. Mais c'est quand même fort différent au niveau clinique. Au diagnostic, la maladie d'Alzheimer associée, c'est ce que je vous disais, mais associée deux pathologies, c'est quand même beaucoup plus rare, surtout deux affections neurologiques.
Alors, parfois, il y a aussi des patients qui ont des facteurs de risque vasculaire. Ça, j'insiste aussi, voilà aussi pour la prévention des troubles cognitifs, de bien soigner ces facteurs de risque vasculaire. Donc, si on a de l'hypertension, il faut absolument bien la traiter, ainsi que les autres facteurs de risque vasculaire, donc pas fumer, faire de l'exercice physique, soigner son cholestérol, soigner son diabète correctement, parce que l'altération donc des petits vaisseaux cérébraux à bas bruit va aggraver les troubles cognitifs et les troubles de la marche du patient parkinsonien. Donc, et c'est souvent malheureusement le cas. Donc, bien faire de la prévention vasculaire aussi. Et donc, ça, c'est surtout le mode de vie qu'il faut soigner. Alors, pour la vraie démence, donc vraiment l'atteinte un peu globale des fonctions cognitives, donc ça a été étudié, la prévalence est plus ou moins 30%, mais c'est surtout chez les patients plus âgés ou qui sont plus loin dans l'évolution de leur maladie, d'accord ? Ou certaines formes spécifiques, comme je vous ai dit, particulières, qui sont plus diffuses, plus agressives. En général, plus fréquentes chez les hommes, et donc je vous ai dit qu'il y a des facteurs de risque. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que les petits anomalies microscopiques ont progressé dans l'écorce du cerveau, dans le cortex, et qu'on a aussi une atteinte de systèmes de neurotransmission qui interviennent dans les circuits de la mémoire, comme l'acétylcholine et le noradrénaline. Comment les détecter, ces troubles neuropsychologiques? Donc, là, vous avez maintenant une collaboration avec les neuropsychologues, qui sont des psychologues, mais qui se sont spécialisés dans l'évaluation des fonctions cognitives. Donc, les fonctions cognitives, comme je disais, c'est toutes les fonctions supérieures, hein, le langage, tous les systèmes de mémoire, donc les fonctions exécutives, l'orientation, les praxies, donc tout ce qui est supérieur. Et donc, ce qu'ils ont mis au point, c'est une batterie de tests standardisés en fonction de l'âge, mais aussi de l'éducation, etc. Et donc, ce sont des tests, ça reste des tests, mais c'est quand même très utile parce qu'ils font aussi une anamnèse fouillée. Donc, sur 2 fois 1h30 plus ou moins de tests, plus une anamnèse, donc ça prend du temps, ça prend 2 ou 3 séances qu'on peut faire en ambulatoire ou en hôpital de jour. On a vraiment quand même une bonne estimation de l'état des fonctions supérieures d'un patient. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on discute ensemble. Donc, on travaille ensemble. Quand c'est à l'hôpital, on a des réunions en clinique de mémoire pour analyser en fonction de chaque patient, de sa pathologie, et donc quel sera le diagnostic, comment on peut aider le patient. Et donc, c'est toujours analysé avec un neurologue. Et c'est utile de le faire dès le début des plaintes et éventuellement, évidemment, de le refaire pour voir s'il y a une évolution, ou bien si ça va mieux, ça va moins bien, est-ce qu'il y a autre chose qui se développe. Alors, il y a aussi un gros domaine, et j'ai vu après que j'ai un des assistants qui va présenter une conférence sur les addictions, donc je vais peut-être passer un petit peu plus vite là-dessus. Mais vous savez aussi que, je vous ai expliqué pourquoi la dopamine intervient dans des circuits évidemment donc, émotionnels et dans le contrôle des addictions. Et donc, on peut avoir aussi chez le patient donc, des troubles de compulsion qui sont, vous allez voir les facteurs de risque, je vais les passer en revue. Mais ce que je voulais insister, c'est sur le syndrome de dysrégulation dopaminergique, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, et c'est vraiment des patients qui ont une addiction au traitement dopaminergique, si bien qu'ils ne gèrent pas bien leurs médicaments, parce qu'ils ont l'impression finalement de ne pas être assez stimulés, donc il y a une sorte d'addiction. Ils veulent plus de prise ou plus de médicaments alors qu'il faut plutôt diminuer. Et donc, ça touche 5% des patients, c'est pas fréquent, mais c'est important vraiment à déceler pour régulariser au plus vite le traitement. Et donc, ça peut donner vraiment des intoxications aux agents dopaminergiques avec vraiment de l'hypomanie, de l'impulsivité, des problèmes évidemment personnels, mais en couple, problèmes sociaux.
et il peut avoir vraiment un phénomène aussi de sevrage. Donc ça a des conséquences sociales très graves. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi toujours sur bien stabiliser un schéma de traitement, ne jamais prendre à la demande les agents dopaminergiques. Donc, il y a aussi des facteurs de risque dus au traitement lui-même, notamment de nouveau les agonistes qu'on utilise actuellement, donc donergoté, ropinérol, pramipexol, augmentent ce risque donc d'addiction. Donc, et alors, il y a aussi d'autres facteurs de risque, bien sûrement vous les détailler, mais c'est plus chez les patients justement certaines formes génétiques ou des formes qui commencent plus tôt, plus chez l'homme. Plus évidemment, on a des antécédents déjà de compulsion, de TOC avant. Si on a des antécédents familiaux aussi, donc il y a une composante génétique aussi évidemment. Donc si on a des antécédents déjà d'être addict par exemple à l'alcool ou à la cigarette ou d'autres choses, donc ça paraît logique. Et donc c'est la physiopathologie, mais il y a une atteinte de cette voie dopaminergique, mais mésolimbique, et il y a aussi une dissimulation de certains récepteurs dans ces circuits-là, les récepteurs dopaminergiques D3. Et donc, on a montré aussi des alternations donc, de connectivité, justement, entre nouveau les noyaux de la base et certaines zones limbiques. Et il y a aussi, maintenant, on a découvert aussi des facteurs de risque génétique. Donc, c'est important de les connaître, de les traiter, parce que ça peut vraiment ruiner la vie d'un patient ou d'une famille. Donc, comment est-ce qu'on les traite? Régularisation d'un traitement, donner éventuellement certaines autres molécules et une prise en charge psychologique. Donc, ici, donc ça c'est la fréquence un peu des différents troubles d'addiction qu'on peut retrouver. Alors, plus les problèmes un peu plus psychiques maintenant, bien qu'ils soient, ces problèmes psychiques sont aussi assez particuliers à la maladie de Parkinson, donc c'est les neurologues en général qui les prennent en charge. Les troubles anxieux, on en a parlé. On peut aussi avoir des attaques de panique, donc, qui sont fort invalidants et qui doivent être traités également. Des phobies et des troubles de contrôle des émotions, donc avec donc, de nouveau la dopamine, c'est facilement moteur, c'est aussi contrôle des émotions, une hyperémotivité ou une dysprosodie émotionnelle. Ça, c'est plutôt la difficulté à exprimer ou percevoir les émotions à travers la parole. Donc, c'est assez particulier aussi à la maladie de Parkinson. Alors, la dépression, elle peut être de plusieurs types. Elle peut être une dépression précoce qui est due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques et des autres neurones, notamment sérotoninergiques. Et elle peut être secondaire, donc ça c'est plutôt la dépression secondaire, diminution dopaminergique, mauvaise réponse aux antidépresseurs. Mais elle peut être aussi avec les idées classiques d'une dépression plus classique. Et donc ça, elle répondra bien aux antidépresseurs classiques et au traitement psychothérapie classique. Donc, en général, 35% des patients ont une dépression, mais il y a différents types, comme je vous disais. Donc, il peut avoir la dépression classique qui, elle, est bien traitée par les antidépresseurs. Mais il peut avoir la dépression aussi un peu liée à la maladie de Parkinson, dépression secondaire, ou simplement des affects dépressifs, mais sans être réellement une vraie dépression. Donc on travaille quand même en collaboration avec des psychologues et des psychiatres pour donc affiner le diagnostic du syndrome. Alors au niveau des manifestations plus graves, donc vraiment plutôt de l'ordre psychotique, donc les hallucinations et les idées délirantes, c'est surtout des hallucinations visuelles. On peut avoir parfois des délires, mais c'est plutôt des délires de persécution, paranoïaque, jalousie. Donc c'est souvent cela qu'on rencontre chez les patients. Et dans 20% des cas, ils sont souvent dus à l'évolution de la maladie et aux médicaments eux-mêmes aussi. Donc il faut changer, il faut toujours prévenir le neurologue parce qu'il faut changer souvent d'optique au niveau des traitements. Donc avec le temps, il y a une
hypersensibilisation des récepteurs dopaminergiques, de nouveau dans les circuits donc mésolimbiques et mésocorticaux. Il y a également, comme je vous disais, des facteurs de risque, de nouveau l'âge, la sévérité des symptômes, etc. Alors, 3 choses aussi très difficiles à traiter, l'apathie, l'anédonie et la fatigue. L'apathie, en fait, c'est quoi? C'est comme si on avait une diminution de toute motivation, diminution d'intérêt, de curiosité intellectuelle, aussi ça va aussi avec une réduction aussi des émotions. Et finalement, c'est très très invalidant parce que ça empêche la revalidation et le fait que le patient ne fait plus d'activité, il va se dégrader aussi. Donc, très difficile à soigner. Ça peut être isolé, mais ça peut être associé effectivement à un syndrome dépressif ou à des troubles cognitifs. Et donc, ça a vraiment une implication négative pour toute cette prise en charge qu'on aimerait bien évidemment proposer aux patients. Et donc, c'est nouveau d'une atteinte des circuits donc entre les ganglions de la base et le cortex préfrontal. Et donc ici, simplement, donc pour vous montrer que ça peut être une apathie isolée dans 15% des cas, mais ça peut être associé à des troubles cognitifs ou à des troubles dépressifs. La fatigue, aussi, prévalence, en moyenne plus de 50% vont se plaindre les patients vont se plaindre de cette fatigue, et ça, évidemment, ça va altérer la qualité de vie. Ça peut être un symptôme précurseur. Au niveau pharmaco, on est un petit peu limité. Des conseils, faire une sieste, prenez de la caféine, de la théine, mais bon. Des psychostimulants, on n'aime pas donner parce que vous allez avoir un épuisement du système, donc tout le groupe des amphétamines, etc. Ils ont leurs effets secondaires et donc on les a un peu testés, mais ça va avoir des implications par la suite, donc moi je n'en prescris pas. Bien sûr, les agents dopaminergiques, la dopamine va un petit peu agir dessus, mais encore une fois, pas évident. La montadine, qui est un ancien anti-parkinsonien, un antiviral, a une petite action parfois sur la fatigue aussi, mais on est un peu limité dans la prise en charge de cette fatigue. Alors, quelque chose qui est bien aussi pour la fatigue, c'est bouger, faire justement de la gym ou marcher, faire du sport, parce que alors vous pouvez aussi donc un peu agir sur cette fatigue. Tout en faisant une petite sieste après, évidemment. Donc, en fait, il y avait eu cette étude donc, qui date déjà un petit peu, mais parce qu'il y avait à l'époque, après les années 2000-2005, finalement, l'équipe française de Grenoble se demandait si la maladie de Parkinson n'était pas une maladie neuropsychologique, tellement on pouvait avoir de troubles neuropsychologiques dans cette affection. Et c'est vrai que dans cette étude-là, plus ou moins 70% des cas de patients parkinsoniens avaient des symptômes soit cognitifs ou dépressifs, ou les deux, ou un des symptômes que je vous ai dit. Et donc, c'était un petit peu le sujet dans les congrès à l'époque. Les débats, est-ce que c'est une affection motrice ou neuropsychologique? C'est les deux, mais avec des profils différents donc, selon les patients. Et donc, c'est pour ça j'insiste beaucoup, effectivement, sur l'utilité d'actions Parkinson ou d'autres actions qui peuvent être menées, parce que le patient doit avoir droit à une prise en charge optimalisée avec des activités aussi qui lui plaisent, et il a droit aussi à toute cette prise en charge multidisciplinaire. C'est pour ça que c'est bien d'en parler encore actuellement. Pour la prise en charge vraiment des troubles de la cognition et psychique, donc on travaille en collaboration avec les psychiatres, comme vous avez vu pour certaines pathologies, avec des psychologues pour des thérapies connexes, et avec les neuropsychologues qui ont développé aussi des autres moyens, notamment la revalidation neuropsychologique, l'aide aux aidants, les conseils. Donc les neuropsychologues se spécialisent aussi maintenant dans la prise en charge des patients donc plus chroniques pour aider un maximum.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un patient qui vient avec des troubles neuropsychologiques? Ben, une bonne anamnèse, une bonne hétéroanamnèse aussi de l'aidant. On demande parfois, dans certains cas, pas toujours, mais un avis, comme je disais, du psychiatre. On fait un bilan complémentaire pour exclure toutes les causes curables. Donc, il faut faire attention quand même aux carences. Donc, bien faire des biologies pour exclure des problèmes de carence en vitamines, des carences en fer ou autres. Donc, un problème autre médical. Donc, toujours bien exclure d'autres choses. Refaire une imagerie par résonance magnétique aussi pour voir s'il n'y a pas des micro-lésions vasculaires, s'il n'y a pas autre chose, si on voit une zone qui s'est atrophiée au niveau du cortex. Et donc, on peut également faire un électroencéphalogramme, surtout s'il y a des troubles du sommeil ou des attaques de sommeil, excuse quand même des manifestations épileptiques ou d'absence. On peut étudier l'olfaction, donc ça c'est plutôt dans les centres qui ont investi là-dedans. On peut faire de l'imagerie fonctionnelle, ça c'est très intéressant pour voir s'il y a des zones du cortex du cerveau qui dysfonctionnent, notamment le lobe frontal ou des zones plus globales, notamment donc, au niveau temporal ou autre. Et alors le bilan neuropsychologique, le bilan complet, ainsi qu'après éventuellement des conseils et de la revalidation. Donc au niveau de l'imagerie, par exemple, on a à notre disposition une imagerie fonctionnelle par DAT scanner, ça c'est ce qui permet de visualiser ici les voies dopaminergiques et qui permettra de faire des diagnostics différentiels avec d'autres affections neurologiques, notamment d'autres formes de tremblement ou d'affections du mouvement. On a les scintigraphies cérébrales, mais qui sont un petit peu moins le SPECT, donc qui est moins précis que la TEP, tomographie par émission de positons au fluorodéoxyglucose, qui est l'examen de choix pour analyser finalement l'activité métabolique du cortex et qui nous montre des altérations donc, précoces dans l'atteinte du cortex donc, des patients. Donc, ici, c'était un patient avec des corps de Lewy diffus qui avait une altération du métabolisme du glucose au niveau des zones corticales assez diffuses. Il y a juste préservation un peu plus des zones motrices et cérébelleuses. Et en recherche, à l'UNIF, parfois, on fait maintenant des TEP avec des marqueurs de l'amyloïde pour voir s'il y a des dépôts de plaques d'amyloïde, mais ça, c'est plus pour les maladies de type Alzheimer. Les prises en charge au niveau des thérapies autres, on a tout ce qui est thérapie classique, mais on peut faire, comme l'association le propose aussi, soigner par le mouvement avec kiné, gym, sport, danse diverses. Il y a des soutiens familiaux qui sont très importants aussi parce que c'est compliqué pour les aidants aussi. Et donc, il y a le programme qui a été développé à Liège, il y a une formation aidant les aidants. On peut donner également des conseils et on peut... certains neuropsychologues se sont aussi un peu lancés dans la revalidation cognitive pour aider aussi pour revalider certaines choses. En conclusion, donc la maladie de Parkinson, comme vous voyez, est considérée par certains comme une affection neuropsychologique. Donc, les symptômes neuropsychologiques sont très importants. Ils ont un impact négatif sur la qualité de vie. Ils évoluent avec l'évolution de la maladie, avec les traitements, les troubles peuvent se modifier. Il y a aussi un contexte aussi de fluctuations non motrices, pas toujours les fluctuations, les blocages moteurs, mais il peut y avoir des blocages aussi neuropsychologiques ou autres. L'atteinte neuropsychologique précoce et les hallucinations, ça c'est quand même à prendre très au sérieux parce que c'est des facteurs de risque pour développer par la suite des atteintes plus sévères du cerveau. Et ils doivent être décelés, ces troubles doivent être décelés le plus vite possible. Il faut en parler, il ne faut pas se mettre des œillères, il faut en parler avec le neurologue et il faut les déceler et voir ce qu'on peut faire le plus vite possible. Voilà, je vous remercie.